Bonjour à tous chers auditeurs, c'est Ralph. Aujourd'hui nous allons parler de Marcel Proust, du divin Marcel Proust, du délicieux, de l'infiniment délicat Proust, et plus particulièrement nous allons traiter d'une des dimensions de son œuvre, une dimension importante mais une dimension parmi tant d'autres qu'est l'observation, l'étude de l'homosexualité masculine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semblait important de dire quelques mots de Marcel Proust et de l'œuvre de sa vie À la recherche du temps perdu, qui est un inclassable mélange entre une autobiographie et un roman fleuve dans lequel il ne se passe absolument rien. Proust est un homme qui, si on fait abstraction de la production de son œuvre, ce qui est déjà pas mal, œuvre qu'il a commencé à écrire à 40 ans après une interminable hésitation, c'est un homme qui n'a pas fait grand-chose de sa vie, c'est un oisif qui s'est adonné presque exclusivement à la contemplation passive de ses semblables et de son milieu, et cette oisiveté est un luxe considérable que 80% de l'humanité ne pourra jamais se permettre. Alors Proust n'est pas un oisif miséreux comme pouvaient l'être Knut Hamsun ou Albert Cosseri, deux autres immenses écrivains. Proust est au contraire un homme comblé qui possède tout ce qu'un homme peut désirer. Il n'a besoin de rien et jamais le travail, la survie, la faim, la subsistance, l'argent ne sont pour lui des sujets d'inquiétude. Il navigue entre ses soirées mondaines peuplées de nobles et de grands bourgeois, sa maison de campagne, sa villégiature à la mer, ses soirées au théâtre et ses salons de thé, hormis quelques périodes de repos que lui imposait sa santé fragile. Il a passé son temps à observer au laser les micro-subtilités de son monde engoncé, un monde où rien n'est jamais franc et direct, où tout est dans le non-dit, où tout est tout le temps subtilement suggéré. Les intentions des uns et des autres se devinent à des battements de cils, à des rougeurs de gorge, à des poignées de main, à des invitations qui se font ou qui ne se font pas, et à d'imperceptibles intonations de voix. Proust, pour résumer de manière un peu caricaturale, c'est la princesse Machine qui rencontre le duc de Machin, qu'elle décide de ne pas inviter au thé dansant de Mademoiselle Bidule. Louis-Ferdinand Céline disait de Marcel Proust: 300 pages pour nous faire comprendre que Tata Vancule Tutule, c'est trop. C'est un peu vrai, Proust c'est un peu ça, et a priori rien n'est plus ennuyeux puisque il n'a rien vraiment vécu, rien d'exaltant tout du moins, jamais aucun événement particulièrement intense ou traumatique. Voilà, Proust décrit des destins à pas de velours dans un décor molletonné, mais des destins pourtant tout aussi cruels et impitoyables que les autres. Alors n'allez pas chercher chez Proust l'épopée, l'aventure, l'héroïsme, vous n'en trouverez pas, vous n'en trouverez nulle part. Des instants de grandeur peut-être, de la violence symbolique sûrement, des sursauts de dignité parfois, mais rien qui vous fera palpiter les tempes. Voilà, Marcel Proust, c'est tout l'opposé d'un Jack London, d'un Jules Verne ou d'un Alexandre Dumas, ça n'a rien à voir. Alors Proust, ça fait des années que je le lis et ça fait des années qu'il m'accompagne pour une raison simple, c'est que je mets un temps fou à le lire. Lorsque je travaille, c'est-à-dire tout le temps, sauf mes 5 semaines de congés payés par an, quand j'ai des choses à faire, quand j'ai des soucis, quand j'ai du stress, eh bien, je ne peux tout simplement pas le lire, c'est impossible. Donc, ces livres végètent dans ma bibliothèque, parfois pendant des mois, et sa lecture est très laborieuse. Ça fait 5 ans que je l'ai commencé, et je ne l'ai toujours pas fini, d'autant que, pour aggraver la situation, au lieu de poursuivre la lecture, d'avancer dans la lecture, eh bien, je me contente la plupart du temps de relire les passages que j'ai déjà lus, pour y découvrir toujours quelque chose de nouveau. Proust et moi, et Proust et vous, ne sommes pas au même rythme. Je ne peux pas être tiré du lit le matin par un réveil criard, m'engouffrer dans le RER, courir dans tous les sens comme
le bon esclave de la postmodernité que je suis et me poser tranquillement le soir pour lire Proust. Je ne suis pas à ce moment-là dans la vibration adéquate pour communier avec lui. Proust, ça se lit quand on est au chômage, ça se lit quand on n'a rien à faire, ça se lit quand on est en vacances, ça se lit à une terrasse de café quand personne ne nous attend nulle part et que notre agenda est vide. Proust, c'est un compagnon de l'oisiveté, c'est le compagnon de la sublime et de la précieuse oisiveté. L'oisiveté, c'est son monde à lui, c'est le monde sur lequel il règne, et c'est le meilleur guide possible dans l'univers de l'inaction et de l'inoccupation absolue. Marcel Proust, c'est un peu le chat immobile qui observe la souris avant de fondre sur elle, sauf qu'il ne fond jamais dessus puisque il ne chasse pas. Il ne se passe rien, Proust ne fait rien, personne ne fait rien de significatif dans ses récits. Les gens se contentent de manœuvrer et de vivoter dans l'immense rien de l'hypocrisie bourgeoise et noble de son époque, et pourtant, dans ce rien apparent, dans ce rien de surface, Proust nous montre qu'en fait il se passe des choses, il se passe énormément de choses, et que ce sont en fait des mythes, des tragédies, des calamités, des cataclysmes qui se jouent. Enfermé dans une prison feutrée, l'humain n'en a pas moins besoin d'exulter, de dominer, de conquérir, de séduire, et il trouve toujours le moyen de le faire. Alors trop de choses ont été écrites sur Marcel Proust et sur son œuvre, je n'ai pas la prétention d'en dire quelque chose de neuf. Face au colossal Marcel Proust, je ne suis jamais qu'un admirateur parmi des millions d'autres. Je suis un nain qui regarde ébahi le gigantisme de son génie. Je lis et je relis ces interminables phrases au rythme si particulier, à la musique si particulière, et je me demande comment un simple mortel a réussi ce miracle. Proust m'est longtemps tombé des mains. Les premières pages de La recherche du temps perdu sont d'un ennui mortel, peut-être les plus ennuyeuses qui n'ont jamais été écrites dans toute l'histoire de la littérature, et il les fait durer des dizaines et des dizaines de pages, comme pour nous torturer. C'est à ce moment-là Proust qui invente une forme inédite de sadisme, je crois pour faire abandonner le lecteur qui ne serait pas encore prêt à entrer dans la grande fête qu'il nous propose. Proust nous endort des heures avec ces histoires de moments de flottement entre sommeil et éveil dont tout le monde se fout, comme pour nous dire « Lecteur, ne viens pas, habile Marcel parce qu'il n'en faut pas moins pour que le lecteur curieux accourt ». Et c'est ce que j'ai fait. Alors, Proust est une révélation pour quiconque le lit. Proust nous fait comprendre qu'il y a dans l'ennui, qu'il y a dans le vide apparent de nos existences, dans le non-sens apparent de nos vies, des choses sublimes que nous ne soupçonnions pas. Il y a dans l'imperceptible regard mystérieux de votre collègue de travail, il y a dans le sourire hésitant d'une domestique ou d'un subalterne, il y a dans la respiration irrégulière et inhabituelle de votre voisin, des histoires aussi profondes que tous les mythes bibliques réunis. Proust, c'est la magie du néant, c'est la puissance de ce que seul l'homme averti peut distinguer dans ce qui paraît banal et monotone. Avant d'écrire son chef-d'œuvre, Proust gribouillait quelques articles, des articles fabuleux qu'aujourd'hui tout le monde a oubliés tant sa monstrueuse recherche du temps perdu prend toute la place. Et dans un de ces articles, il a parlé en particulier d'un peintre qui s'appelle Jean-Baptiste Siméon Chardin. On dit Chardin. Et Chardin est certainement un des plus grands peintres de toute l'histoire. Chardin peignait des merveilles de tableaux, et Chardin réveille en celui qui observe ses œuvres des émotions d'une profondeur infinie, sans jamais faire appel au concept, sans jamais faire appel au complexe ni à l'initiation. Chardin, c'est un peintre accessible à un enfant
à un ouvrier, à un roi, et c'est là la particularité de l'art véritable. Chardin est l'équivalent d'un Léonard de Vinci, d'un Michel-Ange, d'un Bouguereau, d'un Proudhon ou d'un Ingres. Mais tandis que Vinci peignait la scène, le dernier repas du Christ, tandis que Michel-Ange peignait le paradis et l'enfer, Bouguereau des anges et des piétas, Proudhon la vengeance, la justice ou la psyché, Ingres la splendeur du corps des femmes et le mystère du désir, Chardin, lui, se contentait de peindre ce qu'on appelle des natures mortes. Qu'aurait-il pu peindre d'autre de toute façon, puisque tout avait déjà été fait et tout avait déjà été fait à un niveau de perfection inégalable. Tout ce qui le précédait était définitif. Alors, à quoi bon lutter? Et il s'est essayé, lui, aux clémentines, aux raies, aux morceaux de viande. Il a peint des gobelets d'argent, des cuillères, des pots, des verres d'eau et des verres de vin. Chardin a été à l'art pictural ce que Proust fut à la littérature, celui qui a su révéler la beauté de l'insoupçonné. Chardin a fait d'une poire sur une table en bois ou d'une pêche un spectacle aussi fascinant que la crucifixion d'un Christ ou une orgie des dieux de l'Olympe. Là où, aveuglés, nous ne voyons que du trivial, il y avait en fait du sublime et nous ne le savions pas, et c'est Chardin qui nous l'a rappelé. Je vous montre quelques images des tableaux de Chardin, notamment cette pièce de viande qu'en fait vous connaissez déjà tous, même sans le savoir, parce que les images qu'il crée marquent la personne qui les regarde sans qu'on parvienne à comprendre pourquoi. Et c'est là toute la magie de Chardin. Eh bien, Marcel Proust a fait pareil avec la littérature. Il parvenait à transformer une soirée mondaine ennuyeuse à mourir en tragédie grecque. Il parvenait à faire de dialogues assoupissants des discours de prophètes, d'amour blême des passions brûlantes, et il nous a rappelé que l'existence n'a pas besoin d'être exaltante pour être fascinante. Rien que d'être là à observer le quotidien morne est déjà un prodige fabuleux. Chez Proust, tout est beau, tout est digne d'intérêt, tout renferme une beauté cachée qu'il faut aller puiser au fin fond de notre être. Son admiration pour Chardin est donc tout à fait logique et significative. Proust écrira avant de mourir, traitant de la fin du monde, avec une sobriété qui lui est peu familière pourtant, ouvrez les guillemets, pour aimer aujourd'hui la vie, il aurait suffi de penser que nous sommes des humains et que ce soir peut venir la mort, fermez les guillemets. Et donc tandis qu'aujourd'hui nous paraît une journée inutile comme la plupart de nos jours, eh bien, il recèle en réalité 1000 trésors. Assez d'introduction sur la féerie proustienne, que j'espère vous goûterez un jour, et concentrons-nous sur le thème de la vidéo qu'est l'homosexualité masculine. Tandis que je lisais gentiment Proust, et qu'il m'avait fallu bien une année pour terminer Le Côté de Guermantes, qui est le 3e tome de La Recherche du temps perdu, un tome délicieusement soporifique, merveilleusement hypnotique, comme d'habitude, eh bien, j'attaquais la lecture du tome suivant, dont le titre est Sodome et Gomorrhe. Alors, rien que le titre déjà, Sodome et Gomorrhe sont deux villes foudroyées par le feu de la colère divine, punies pour leurs péchés, punies pour s'être adonnées au stupre et pour avoir pratiqué, selon la Genèse, l'énorme péché de l'homosexualité, et pire, d'avoir pratiqué l'homosexualité publiquement, car c'est toujours la publicité du péché qui est punie de la colère divine, puisque le privé reste entre soi et Dieu, et chacun devra se débrouiller pour en répondre le moment venu. Un titre tapageur, donc un titre qu'on appellerait putaclic aujourd'hui, auquel Proust ne nous avait pas habitués jusque-là. Car Proust, après avoir décrit sur des centaines de pages les pitoyables amours du dandy Swann avec Odette, après avoir parlé de ses réminiscences lorsqu'il mange une madeleine, après avoir décrit 1000 petits riens, Proust décide soudainement de s'emparer
d'un sujet colossal, d'un sujet scandaleux, d'un sujet que personne avant lui n'a jamais traité autrement que d'un point de vue moral ou religieux, et ce sujet c'est l'homosexualité masculine. On a du mal, au moment où Proust commence à évoquer cette question, à comprendre ce que ça vient faire là. C'est un peu l'éléphant qui débarque dans le magasin de porcelaine sans qu'on y soit préparé. Proust va également évoquer l'homosexualité féminine dans la recherche du temps perdu, notamment au sujet d'Albertine, qu'il va soupçonner tout au long de l'ouvrage d'être bisexuelle sans jamais parvenir à en avoir la certitude, mais le lesbianisme semble susciter un tel dégoût en lui, une telle abjection, qu'il n'aura à aucun moment de l'ouvrage des réflexions autres que la jalousie et l'écœurement. Il en va tout autrement de l'homosexualité masculine. Proust va la décortiquer comme un médecin légiste. Il va chercher à en extirper le mystère et les implications. Proust va être sur ce sujet un dépeceur des âmes. Alors évidemment, Proust est homosexuel lui-même, tout le monde le sait. Les rumeurs les plus folles courent sur sa vie privée. Pourtant, cette tendance personnelle n'apparaît pas dans son œuvre. Vous pouvez lire Proust sans jamais rien soupçonner de sa sexualité véritable. Le Proust qu'il raconte dans sa recherche du temps perdu, le Proust qu'il décrit, est un séducteur hétérosexuel, c'est un tombeur, c'est un homme qui couche avec des femmes, qui couche avec beaucoup de femmes, particulièrement pour l'époque. Il dénombre 14 conquêtes en piochant dans ses souvenirs lors d'un séjour à Balbec, station balnéaire imaginaire qui tient une très grande place dans son roman. Et toutes ces conquêtes, toutes les conquêtes de Proust qui portent des noms de femmes, nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait en fait d'hommes. Il n'y a jamais eu d'Albertine qui s'adonnait en cachette au saphisme. Albertine est en réalité pour une grande part un certain Alfred, qui a été chauffeur, puis secrétaire de Proust, si bien que le dégoût et la jalousie qu'éprouve Proust pour les aventures lesbiennes supposées d'Albertine ne sont peut-être que la projection de l'approche sentimentale et amoureuse de l'homosexualité de Proust lui-même et de son rapport aux hommes. Tout ça est très dur à savoir. On ne sait jamais avec Proust démêler le vrai du faux, le fantasme du vécu, la fiction de l'autobiographie. Il y a trop d'imbrications pour pouvoir en faire le tri définitif. Proust est d'une complexité insondable. En le lisant, on passe des milliers d'heures en sa compagnie parfois et nous n'avons jamais aucune certitude. Il devient à la fois un ami cher tout en restant nébuleux comme tous les gens d'une infinie délicatesse. Proust est trop délicat pour se confesser brutalement ou pour faire étalage de sa vie privée ou de ses états d'âme. Proust va mettre en scène, dans sa recherche du temps perdu, il va mettre en scène comme un cinéaste sa découverte de l'homosexualité masculine, et cette scène ne s'est probablement jamais produite, elle n'existe pas. Proust n'a pas découvert l'existence de l'homosexualité de cette façon, et nous en sommes sûrs puisque nous avons retrouvé des lettres de jeunesse dans lesquelles Proust évoque déjà cette question. Lycien, le très jeune Proust semble reprocher à un de ses camarades homosexuels ce qu'il reprochera plus tard à Albertine, c'est-à-dire une certaine frivolité, le goût pour la cachotterie, le goût pour l'intrigue, disons-le pour le mensonge. Proust considère les homosexuels de son temps comme des êtres rongés par la duplicité. Alors je vous lis un passage de cette correspondance, ouvrez les guillemets. Connaissez-vous MP? Je vous avouerai pour moi qu'il me déplaît un peu, avec ses grands élans perpétuels, son air affairé, ses grandes passions et ses adjectifs. Surtout, il me paraît très fou ou très faux. Jugez-en, c'est ce que j'appellerais un homme à déclaration. Au bout de 8 jours, il vous laisse entendre qu'il a pour vous une affection considérable,
et sous prétexte d'aimer comme un camarade comme un père, il l'aime comme une femme. Il va le voir, crie partout sa grande affection, ne le perd pas un instant de vue. Les causeries sont trop peu. Il lui faut le mystère de la régularité des rendez-vous. Il vous écrit des lettres, fiévreuses. Sous couleur de se moquer, de faire des phrases, des pastiches, il vous laisse entendre que vos yeux sont divins et que vos lèvres le tentent. Le fâcheux. C'est qu'en quittant B qu'il a choyé, il va cajoler D, qu'il laisse bientôt pour se mettre aux pieds de E, et tout de suite après sur les genoux de F. Est-ce une pute? Est-ce un fou? Est-ce un fumiste? Est-ce un imbécile? Mais d'avis que nous n'en saurons jamais rien. Fermez les guillemets. Quoi qu'il en soit, pour Proust, la découverte de l'homosexualité telle que décrite dans Sodome et Gomorrhe est une mise en scène dont il va être le réalisateur. Il va la raconter comme une révélation brutale et imprévue, et il va faire comme si cette dimension de la sexualité, et donc de l'anthropologie qui va avec, et de la mondanité qui lui est chère, lui avait jusque-là échappé. Ça n'est bien sûr pas crédible du tout, cette scène est fantasmagorique, mais on se soucie peu de la crédibilité quand on lit Proust. L'essentiel est ailleurs, et la scène que Proust va décrire relève du ressort romanesque. Alors Proust est hébergé chez des amis et de sa chambre, il bénéficie d'une vue imprenable sur le domaine, ce qui lui permet de regarder à travers la fenêtre comme un botaniste, c'est le terme qu'il utilise. Il voit sans être vu la société qu'il décrypte comme une colonie d'insectes. Voir sans être vu, c'est un ressort romanesque, certes je l'ai déjà dit, mais un ressort romanesque très oriental qu'on retrouve dans les Mille et une nuits, et c'est un ressort qu'utilise énormément Proust. Il est toujours celui qui voit ce qui n'aurait pas dû être vu, et qui par conséquent sait ce qui ne devrait pas être su, et qui donc comprend ce que personne d'autre ne peut comprendre. De son perchoir, donc, Proust aperçoit un homme, Monsieur de Charlus, un notable infiniment respecté, peut-être un des hommes les plus importants de toute la haute société de son époque, le plus brillant, le plus influent, le plus éloquent. Charlus est un petit homme d'âge mûr, ventripotent, sans charme particulier, mais par contre extrêmement charismatique, et ce vieux monsieur, par le fruit d'un hasard complet, va croiser un autre personnage du roman qui est Jupien, un modeste artisan qui fabrique des gilets, un giletier, comme on disait à l'époque, et ces deux hommes ne se sont jamais vus auparavant, pourtant, leurs regards respectifs, lorsqu'ils vont se croiser, bien, leurs regards vont se figer sous l'œil étonné de Proust qui assiste à la scène. Il se passe dans ce face-à-face quelque chose que Proust ne comprend pas, qu'il n'a jamais vu. Il fait durer cette confrontation pendant des pages et des pages, il en analyse chaque détail, il décrit cette scène comme un entomologiste qui découvrirait une nouvelle espèce. Il étudie, fasciné, les faits et gestes de ces deux hommes, alors qu'il imagine dans un premier temps que les deux protagonistes vont se battre, ce qui arrive habituellement lorsque deux hommes entre guillemets normaux se regardent avec insistance. Il constate que Charlus modifie subtilement son attitude comme une chenille qui deviendrait papillon. Charlus quitte son déguisement d'homme bourru, quitte son camouflage mondain et se met à adopter des attitudes de femme. La description de ce rendez-vous impromptu entre deux spécimens de la même race que fait Proust est si fascinante que j'aurais pu vous la lire en entier, mais ça n'est pas possible, ça prendrait des heures. Il est très difficile de préférer un passage plus qu'un autre, et j'ai choisi celui-ci. Ouvrez les guillemets. Mais justement, la beauté des regards de Monsieur de Charlus et de Jupien venait au contraire de ce que, provisoirement du moins, ces regards ne semblaient pas avoir pour but de conduire à quelque chose. Cette beauté, c'était la première fois que je voyais le baron et Jupien la manifester. Dans les yeux de l'un et de l'autre, c'était non pas le ciel de Zurich, mais de quelque cité orientale dont je n'avais pas encore deviné le nom, qui venait de se lever. Quel que fût le point qui put retenir Monsieur de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu, et leurs inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes qu'on donne avant un mariage décidé. Fermez les guillemets.
dès le départ, Proust va avoir sur cette découverte une approche très naturaliste. L'aspect moral est presque totalement évacué, pas complètement mais presque, et Proust découvre qu'il existe au sein de l'espèce humaine une sous-espèce qui obéit à des lois et des mœurs très différentes du commun des mortels. Il a tout de suite une approche biologisante de l'homosexualité. Il ne voit pas cela comme une perversion acquise, comme une construction sociale, comme on dirait aujourd'hui, mais comme un comportement inné. À plusieurs reprises, il parlera de race pour parler des homosexuels, insistant ainsi sur son caractère atavique. Pour Proust, on ne devient pas homosexuel par turpitude ou par vice, on est homosexuel dès sa naissance et le bien et le mal n'ont rien à voir dans cette affaire. À cette époque, il faut comprendre que c'est une affirmation très scandaleuse et contre-intuitive puisque l'homosexualité est considérée au pire comme un péché mortel, le plus grand de tous, et au mieux comme un vice abominable. Ça se limite à peu près à ça, et Proust, lui, ne va pas voir les choses de cette manière. Les homosexuels sont pour lui une race d'hommes, il les compare à des méduses, à des fleurs stériles, il les considère comme les descendants directs des sodomites de la Genèse, le peuple de Lot, qui ont hérité du mensonge ayant permis à leurs ancêtres de quitter la ville maudite et dont la postérité, selon la Genèse toujours, est aussi nombreuse que la poussière de la terre. Pour Proust, l'homosexuel n'est pas vicieux lorsqu'il s'adonne à la sexualité qu'il désire, mais au contraire lorsqu'il fréquente les femmes ou nie ses instincts. C'est donc un renversement complet de paradigme. Proust décrit donc l'homosexuel comme une race d'hommes qui rencontre dans la satisfaction de sa sexualité des difficultés insurmontables, si bien que Proust comprend immédiatement, en observant Charlus et Jupien, qu'il assiste à quelque chose de peu commun, à quelque chose de très inhabituel, comme quelqu'un qui assisterait pour la première fois à la parade bizarroïde d'un animal exotique. Ouvrez les guillemets. Monsieur de Charlus était de ces hommes qui peuvent être appelés exceptionnels parce que, si nombreux soient-ils, entre parenthèses, Proust considère l'homosexualité comme bien plus courante qu'on ne le croit à l'époque, fermez la parenthèse, la satisfaction si facile chez d'autres de leurs besoins sexuels dépend de la coïncidence de trop de conditions et trop difficiles à rencontrer. Pour des hommes comme Monsieur de Charlus, l'amour mutuel, en dehors des difficultés si grandes, parfois insurmontables qu'ils rencontrent chez le commun des mortels, leur en ajoute de si spéciales que ce qui est toujours très rare pour tout le monde devient à leur égard à peu près impossible, et que si se produit pour eux une rencontre vraiment heureuse, ou que la nature leur fait paraître telle, leur bonheur, bien plus encore que l'amoureux normal, a quelque chose d'extraordinaire, de sélectionné, de profondément nécessaire, et il ajoute, si bien que l'être qui se conjoint à eux les a attirés par une force comparable à celle qui dirige les mondes où nous avons passé nos vies antérieures. Fermez les guillemets. Ici, Proust pointe le fait que le tabou de l'homosexualité à son époque est très grand. L'homosexualité est ce qu'on appellerait réprouvée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se montrer de manière trop ostensible. Alors, nous sommes en France, nous ne sommes pas dans un pays puritain, nous n'avons pas de police des braguettes, nous n'avons jamais pendu les homosexuels en place publique. Casanova lui-même, dans ses mémoires, s'étonne déjà au début du XVIIIe siècle que la pédérastie est tolérée à Paris. Toutefois, l'homosexualité peut valoir à l'homosexuel une certaine forme d'ostracisation sociale, ce qui fait qu'il ne sera plus invité, il ne sera plus adoubé, il sera moqué par l'opinion. Or, dans le milieu où évolue Proust, dans le milieu mondain, l'opinion que les gens se font de vous est tout, est l'essentiel. Les homosexuels, cachés donc, éprouvaient des difficultés à se rencontrer, nous y reviendrons. Proust observe dans cette scène ébahi, observe donc cette scène, ébahi, puis Jupien et Charlus
s'éclipse, si bien que il quitte le champ de vision de Proust qui jusque-là observait la scène d'un point de vue imprenable, d'où personne ne pouvait le voir. Or, Marcel Proust, à ce moment, n'est pas bien certain de comprendre ce qu'il a vu, ce qui est tout à fait normal puisqu'il est censé ne jamais y avoir été confronté. Dévoré par la curiosité, Proust décide de suivre les protagonistes pour continuer son observation. Là encore, je vous passe les détails très orientaux des dédales et alcôves qui permettront à Proust d'assister à la scène qui se déroulera dans la réserve d'une arrière-boutique, scène qu'il ne voit pas directement, mais qu'il entend, et dès cet instant, Proust va abandonner les comparaisons subtiles avec le pistil des fleurs ou les mœurs des méduses. Il écrit, décrivant les bruits qu'il entend s'échapper de l'arrière-boutique où Charlut et Jupien se sont retrouvés. Ouvrez les guillemets, ces sons étaient si violents que, s'ils n'avaient pas été repris un octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi. J'en conclus plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir. Fermez les guillemets. À partir de là, Proust a percé complètement le mystère de l'homosexualité. Il connaît de sa parade subtile jusqu'à son assouvissement bestial, et dès lors, Proust va se servir de cette connaissance pour enrichir sa compréhension du réel et sa contemplation des rapports humains. L'homosexualité était une dimension qui lui avait jusqu'alors échappé et qui va rendre plus perçante encore sa vision, parfois impitoyable, des choses et des gens. Proust écrit « Combien de fois plus tard fus-je frappé, dans un salon, par l'intonation ou le rire d'un tel homme qui pourtant copiait exactement le langage de sa profession ou les manières de son milieu, affectant une distinction sévère ou une familière grossièreté, mais dont la voix fausse suffisait pour apprendre que c'est un charlut à mon oreille exercée comme le diapason d'un accordeur. » Fermez les guillemets. Alors, dans cet audio, je ne vais pas faire le catalogue de toutes les hypothèses que va faire Proust sur l'homosexualité masculine, de toutes les conclusions qu'il en tire, parfois fantaisistes d'ailleurs, parfois brillantes. Ce serait impossible parce qu'il en parle beaucoup, tant de manière explicite qu'implicite, mais je vais vous partager des remarques qui m'ont frappé par leur pertinence, mais aussi par leur audace. Personne avant lui n'avait parlé de l'homosexualité de cette manière, et personne après lui, à mon avis, n'a su le faire aussi brillamment, aussi complètement, aussi totalement dans une œuvre romanesque. La première analyse que fait Proust de l'homosexualité et qui m'apparaît fondamentale et très caractéristique, c'est, nous l'avons déjà vu, son analyse raciale. Pour Marcel Proust, les homosexuels sont une race, une sous-espèce humaine distincte de la sous-espèce majoritaire des hétérosexuels, et bien que ces deux sous-espèces se ressemblent en tout point, eh bien, elles se distinguent de manière irrémédiable. Une part d'eux-mêmes ne fera jamais partie du monde des autres. Les homosexuels sont différents, les homosexuels sont à part, et ils se reconnaissent comme tels entre eux. Les homosexuels sont une race entièrement déterminée par sa sexualité. Lorsqu'un homosexuel rencontre un individu de sa race, il entretient avec lui des relations spécifiques, invisibles des autres. Il existe entre les homosexuels une communauté d'esprit, une solidarité, un lien surpuissant qui n'est connu que d'eux seuls. Et en cela, Proust va comparer les homosexuels aux juifs. Proust a cette particularité d'être juif, en tout cas d'avoir une mère issue d'une grande famille israélite, et d'être homosexuel, tout en étant à la fois antisémite et homophobe, tout du moins selon les critères actuels. Pour ma part, je ne crois absolument pas que Proust nourrissait des stéréotypes sur les homosexuels ou les juifs, et encore moins qu'il ressentait une quelconque haine à leur endroit. Si les ouvrages de Proust étaient édités aujourd'hui, ils seraient probablement considérés comme intolérables sur ces sujets, encore que le talent de Proust est tel que je n'en suis même pas certain. La littérature est l'art qui peut se permettre d'aller le plus loin dans le scandaleux, dans l'impudeur, dans le sexe, dans le sordide, dans le réel, dans l'indicible, car c'est un art qui ne se donne pas à voir, contrairement au cinéma ou au théâtre. C'est un art de l'intime, c'est un art qui relève de la sphère
du privé, et c'est un art dans lequel se crée entre l'auteur et le lecteur une relation parfois plus puissante que l'amitié elle-même, et dans cette intimité privilégiée, il n'y a de place ni pour la gêne, ni pour le tabou, et encore moins pour la bien-pensance. Alors pour bien comprendre l'analogie que fait Proust entre les homosexuels et les juifs, il faut se souvenir que le récit de la rencontre entre Charlus et Jupien intervient alors que l'affaire Dreyfus fait rage. Dreyfus est un juif et Dreyfus va bénéficier du soutien inconditionnel de ses compatriotes juifs. De là va renaître en France avec une vigueur nouvelle la thèse antisémite éternelle que les juifs, si intégrés qu'ils semblent l'être, sont en réalité une nation au cœur de la nation qui veille à ses intérêts propres au détriment des intérêts de la nation qui l'accueille. Pendant l'affaire Dreyfus, tout soutien à Dreyfus dans la haute société française était considéré comme un acte de trahison, et tout juif suspecté de soutenir la thèse de l'innocence de Dreyfus était jugé sans procès comme un traître en puissance, et était excommunié sans ménagement. L'antisémitisme est à cette époque d'une virulence extrême jusqu'aux plus hautes sphères de la société. Les juifs marchaient véritablement sur des œufs, il ne faisait pas bon être juif au début du XXe siècle en France, et c'est d'ailleurs à ce moment-là, et pour cette raison, que va naître pour la première fois l'idée de la création d'un état juif, mais c'est une autre histoire. Proust fait dire à l'un de ses personnages, à une obscure baronne, à propos de Swann, qui est un des héros de La Recherche du temps perdu, et qui est juif. Proust fait dire donc à cette baronne en substance. Alors je dis en substance parce que c'est très dur de citer Proust, ses phrases sont très longues et très dépendantes les unes des autres, on peine à extraire de l'œuvre de Proust des citations ou des aphorismes, comme on peut le faire avec Nietzsche ou Marx ou Catherine Pancol ou n'importe qui d'autre. Donc parfois on doit reformuler les phrases. Cette baronne dit donc en substance: j'ai été invité chez un tel, mais qu'il soit Dreyfusard ou non, cela m'est parfaitement égal, puisque c'est un étranger. Pour un Français, c'est autre chose. Il est vrai que Swann est juif, mais jusqu'à ce jour, j'avais eu la faiblesse de croire qu'un juif peut être français. J'entends un juif honorable, un homme du monde. Or, Swann était cela dans toute la force du terme. Eh bien, il me force à reconnaître que je me suis trompé, puisqu'il prend parti pour ce Dreyfus contre une société qu'il avait adoptée et qu'il avait traitée comme un des siens. Plus loin dans le récit, un autre personnage tient les propos suivants. Voyez-vous, même au sujet de ces chers juifs, puisqu'il tient absolument à les soutenir, Swann a fait une boulette d'une portée incalculable. Il prouve qu'ils sont tous unis secrètement et qu'ils sont en quelque sorte forcés de prêter appui à quelqu'un de leur race, même s'ils ne se connaissent pas. C'est un danger public. Évoquant un autre personnage, Proust dit de lui: son antisémitisme de principe ne fléchissait devant aucune élégance, si accréditée fût-elle. Et s'il recevait Swann, dont il était l'ami de tout temps, c'est que, sachant que la grand-mère de Swann, protestante mariée à un juif, avait été l'amante du duc de Berry, il essayait de croire à la légende qui faisait du père de Swann un fils naturel de prince. Dans cette hypothèse, laquelle d'ailleurs était fausse, Swann, fils d'un catholique, fils lui-même d'un Bourbon et d'une catholique, n'avait rien que de très chrétien. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais Proust décrit un personnage qui déteste tellement les juifs que, pour continuer à fréquenter un juif qu'il aime bien malgré tout, en l'occurrence Swann, eh bien, il s'auto-persuade que le juif en question n'est pas le fils de son père, mais le fils de l'amant supposé de sa mère. Donc ça va très loin, c'est de l'antisémitisme puissance 1000, c'est de l'antisémitisme chevillé au corps. Alors bon, que pense Proust finalement de tout cela? On ne le sait pas trop. Je pense que Proust n'a que faire de se prononcer sur les débats politiques. Proust est un homme très détaché de ce point de vue, mais c'est tout de même dans ce contexte précis qu'il s'autorise la comparaison entre les juifs et les homosexuels. Ce n'est que pour évoquer les homosexuels qu'il s'attarde à ce moment du récit sur le cas des juifs. Pour Proust, donc, les homosexuels, à l'instar des juifs, non seulement se reconnaissent et se cooptent, mais nourrissent invariablement d'indéfectibles solidarités et d'obscures velléités de conquête.
pour étayer son propos, il va s'attarder sur le cas une ambassade turque, si mes souvenirs sont bons. L'Orient, toujours. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, puisque la sexualité en Orient est en quelque sorte criminalisée. L'amour et la sexualité se font en cachette, se font derrière des portes et des rideaux. Il y a des intrigues parce que les amants risquent tout simplement d'être punis de mort, ce qui, loin d'assécher le désir, le rend au contraire plus brûlant et plus subversif. Voilà, si vous voulez désérotiser un peuple, rien n'est plus efficace que de banaliser la sexualité. C'est au contraire dans l'interdit et le fantasme que naissent les passions les plus ardentes, et il en allait très certainement de même pour les homosexuels des époques qui nous ont précédés. Cette ambassade de Turquie, disais-je, était, je cite Proust, composée de personnalités fort différentes, plusieurs extrêmement médiocres, de sorte que si l'on cherchait quel avait pu être le motif du choix qui s'était porté sur elle, on ne pouvait découvrir que l'inversion. En gros, pour résumer, un ambassadeur homosexuel avait été nommé et en quelque temps, l'institution avait été envahie par des homosexuels, parfois sans compétence aucune pour le poste, mais simplement parce que cette ambassade était devenue le refuge de cette race qui, à force de cooptation, à force de piston, avait fini par en prendre le complet contrôle. Ce passage m'a particulièrement amusé parce que, plus jeune, il y a maintenant de nombreuses années pendant mes études, j'ai travaillé quelques années chez un traiteur célèbre dont je tairai le nom, et j'ai vu débarquer un jour le nouveau directeur, un homme bien sous tout rapport, un homme d'une quarantaine d'années, que j'aimais beaucoup d'ailleurs parce que c'était quelqu'un de très humain, mais dont on a très vite appris l'attirance incontrôlable pour les jeunes hommes asiatiques, et en moins de temps qu'il n'a fallu pour le dire, une grande partie du personnel a été composée de jeunes homosexuels asiatiques. J'ai donc pu observer ce phénomène de mes yeux et je peux corroborer sur ce point l'analyse de Proust. Ce que nous dit Proust, l'air de rien, est d'une importance capitale. Il tente de démontrer qu'il existe une sorte de maçonnerie homosexuelle, une maçonnerie bien plus puissante que la prétendue solidarité juive ou la maçonnerie régulière, en ce que la maçonnerie homosexuelle est organique, elle est biologique, elle est naturelle, elle est invisible, c'est une maçonnerie que très peu de gens sont en mesure de deviner et dont les membres sont unis par un lien inaliénable, immortel et insoupçonnable. Alors, autre passage magnifique qui évoque cette étrange coterie, cette fois en des termes univoques, ouvrez les guillemets, formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes qui souhaitent ne pas se reconnaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention, involontaires ou voulus, qui signalent un de ses semblables au mendiant dans le plus grand seigneur à qui il ferme la portière, au père dans le fiancé de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir, se confesser, qui avait à se défendre, dans le médecin, dans le prêtre, dans l'avocat qu'il est allé trouver, tous obligés à protéger leur secret, mais ayant leur part d'un secret des autres que le reste de l'humanité ne soupçonne pas, et qui fait qu'à eux, les romans d'aventure les plus invraisemblables semblent vrais, car dans cette vie romanesque, anachronique, l'ambassadeur est ami du forçat, partie réprouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée là où elle n'est pas, étalée, impunie, insolente là où elle n'est pas devinée, comptant des adhérents partout, dans le peuple, dans l'armée, dans le temple, au bagne, sur le trône, vivant ainsi dans l'intimité caressante des hommes de l'autre race, fermez les guillemets. On peut difficilement être plus clair pour Marcel Proust. Les homosexuels se reconnaissent entre eux par un processus mystérieux connu d'eux seuls et sont une nation au cœur de la nation, comme les Juifs. D'ailleurs, vous vous souvenez de la rencontre de Charlus et de Jupien, et on apprendra par la suite que Charlus a considérablement aidé Jupien dans ses affaires et que ce dernier est devenu riche. Proust ne dépeint pas une catégorie discriminée ou persécutée lorsqu'il parle des homosexuels, bien au contraire. Proust n'est jamais dans le misérabilisme ou la victimisation. De tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, on constate que l'analyse de Proust, bien qu'elle puisse être considérée
rétrospectivement comme homophobe à bien des égards, est d'une actualité, est d'une pertinence et d'une modernité brûlante, puisque désormais l'influence du lobby homosexuel n'est plus à démontrer et l'histoire a confirmé nombre de ces hypothèses. J'aimerais qu'on s'attarde sur l'idée que les homosexuels se reconnaissent mystérieusement entre eux. C'est une idée qui, à mon avis, n'avait jamais été exprimée avant Proust et elle est si vraie que les homosexuels ont un terme spécifique pour décrire ce phénomène, c'est le gaydar, qui est une contraction entre gay, donc homosexuel en anglais, et le mot radar. Je vous lis un autre passage de Sodome et Gomorrhe sur ce point. J'ai choisi celui-là, mais j'aurais pu en choisir 10 autres parce que c'est très présent dans l'ouvrage. Ouvrez les guillemets. Ce regard-là était un regard autre que ceux que M. de Charlus avait pour les femmes, un regard particulier venu des profondeurs et qui, même dans une soirée, ne pouvait s'empêcher d'aller naïvement aux jeunes gens, comme les regards d'un couturier qui décèle sa profession par la façon immédiate qu'ils ont de s'attacher aux habits. Fermez les guillemets. Cette reconnaissance mutuelle s'apparente à la reconnaissance que peuvent avoir entre eux des initiés à n'importe quoi d'ailleurs, des êtres reliés par la connaissance d'un monde inconnu du commun des mortels, et Proust, en surprenant Charlus et Jupien, est devenu de fait un initié, ce fut pour lui un rite d'initiation en quelque sorte, et donc Proust voit désormais ce que l'œil profane ne peut pas voir. Alors évidemment, c'est ainsi qu'il le raconte, mais il n'en est rien en réalité. Si Proust est effectivement un initié, c'est parce qu'il appartient lui-même à cette race. Pour faire la transition avec le deuxième point que je vais évoquer concernant l'analyse que fait Proust de l'homosexualité, nous allons voir dans l'œuvre de Proust que cet esprit de cooptation va extrêmement loin. Il n'est pas que professionnel, il n'est pas que mondain. Il investit également la sphère du mariage et de la filiation. Ouvrez les guillemets, les messieurs de Charlus sont en effet tellement persuadés d'être les seuls bons maris, en plus les seuls dont une femme ne soit pas jalouse, que généralement, par affection pour leur nièce, ils leur font épouser un Charlus. De tels mariages ne sont pas rares et sont ce qu'on appelle heureux. À l'époque de Proust, hormis quelques vieux garçons qui ne peuvent s'y résoudre, les homosexuels se marient à des femmes. Et Proust va faire l'analyse de cette étrange association. Sur ce point précis, Proust peut paraître anachronique, mais je suis persuadé qu'en fait il ne l'est pas du tout, car par convention sociale, il existe encore aujourd'hui nombre d'homosexuels en couple. En Occident, cela se raréfie peut-être, puisque le tabou de l'homosexualité a été largement levé, mais ailleurs dans le monde, en Asie, en Afrique, en Arabie, au Maghreb, la pratique est tout aussi courante et mérite donc que l'on s'y attarde. Dans de telles unions, nous dit Proust, les règles et les dynamiques sont très différentes que dans un couple classique, et sur ce point, je me contente de boire aveuglément les paroles de Proust, puisque je n'ai pas pu l'observer moi-même, ou alors je n'ai pas su le reconnaître, car je ne suis pas, moi, équipé du guédard. Alors Proust décrit des couples étranges dans lesquels la femme va progressivement acquérir des caractéristiques masculines. La femme va se viriliser pour rééquilibrer le masculin et le féminin dans l'union. Et Proust décrit ces couples comme des unions qui fonctionnent, car elles sont unies par un secret scandaleux qui les dépasse. C'est un sujet qu'il serait très certainement intéressant de creuser, mais que je ne creuserai pas davantage dans le cadre de cet audio. Proust va donc, dans son ouvrage La recherche du temps perdu, extirper l'homosexualité du jugement moral habituellement porté sur elle pour avoir une approche sociologique, une approche anthropologique, une approche biologique, on l'a vu, et même une approche métaphysique par moment. Il va s'intéresser sur le pourquoi métaphysique de l'homosexualité masculine. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter l'émission que j'ai enregistrée avec Pierre-Yves Lenoble sur ces sujets, et je mettrai le lien en descriptif de la vidéo. La métaphysique du sexe s'attarde sur le but transcendant de l'union du féminin et du masculin, qui est la division fondamentale, la division première. Et ce besoin de fusion, de fusionner avec l'altérité, provient dans toutes les traditions
de la nostalgie d'un être androgyne originel qui aura été scindé par la suite sur le modèle d'Ève qui a été tiré de la côte ou d'un côté d'Adam, ce qui signifie qu'auparavant Adam possédait Ève en lui-même, ou bien encore l'androgyne dont parle Platon dans le banquet et qui a été lui aussi scindé après avoir provoqué la colère des dieux. Et c'est donc intéressant de se demander pourquoi, chez l'homosexuel, ce besoin instinctif de se fondre dans l'altérité pour retrouver l'unité primordiale ne se fait pas. Pour Proust, l'homosexuel est la survivance de cette androgyne originelle qui est à la fois homme et femme et qui ne peut donc être attiré que par son semblable. Ça mériterait d'être discuté comme tout ce que dit Proust d'ailleurs, mais il a au moins le mérite de se poser la question. Dans son œuvre, Proust fait également sortir l'homosexualité de la perversité et de la maladie mentale, tout du moins l'homosexualité masculine, parce que l'homosexualité féminine, nous l'avons vu, le dégoûte. Mais nous avons vu aussi au début de notre audio que lorsque Proust évoque l'homosexualité féminine, il parle en fait de la pédérastie, mais d'un point de vue sentimental cette fois, ce qu'il ne peut pas faire explicitement, puisqu'il ne dévoile pas son homosexualité dans son œuvre. La jalousie et le dégoût qu'il ressent envers les supposées aventures d'Albertine sont en réalité ce qu'il ressent lui-même à l'endroit de ses amants. C'est la dimension sentimentaliste et amoureuse de son analyse de l'homosexualité. Proust décrit l'homosexuel comme un spécimen particulièrement volage, aux mœurs immorales et aux appétits insatiables. Proust sort également l'homosexualité de la marginalité. Il affirme à raison que ce penchant, que l'on s'imagine rarissime à son époque, est en réalité très commun. L'homosexualité est d'une affligeante banalité et c'est une banalité inconsciemment acceptée de tous. L'homosexualité n'est invisible que parce que les autres l'ignorent de manière consentie et complice, car l'homosexualité s'expose en réalité à celui qui sait la voir et y prête attention. Alors sur ce thème de l'homosexualité, Proust fait preuve d'une remarquable distance, d'une extraordinaire distanciation. Si c'est certainement son homosexualité qui le pousse à parler de ce sujet, qui le pousse à poser dessus une analyse rationnelle et mesurée, elle n'en est pas moins remarquablement objective. Proust n'est pas un militant de la cause homosexuelle. Il trouve que l'homosexualité est très bien où elle est, et d'ailleurs l'exubérance le répugne. Il ne souhaite absolument pas que l'homosexualité devienne ostentatoire ou change de statut. Proust parle d'ailleurs à un moment de ces homosexuels visibles qu'on pourrait qualifier de folles. Ouvrez les guillemets. Le défaut d'expérience, la saturation par la rêverie où ils sont réduits, ont marqué en eux ces caractères particuliers d'efféminement. Chez eux, la femme n'est pas seulement intérieurement unie à l'homme, mais hideusement visible, agités qu'ils sont dans un spasme hystérique, ils ne ressemblent pas plus au commun des hommes qu'un singe en smoking. Fermez les guillemets, c'est, vous en conviendrez, pas très gay-friendly comme description. Ce qu'a fait Proust sur le sujet de l'homosexualité, c'est qu'il ne s'est pas posé en autorité morale ou en censeur. Ça n'est pas son rôle, ce n'est pas lui qui décide des mœurs de son époque et il n'a, comme nous tous, aucune emprise sur elle. Il a porté sur l'homosexualité un regard personnel et il l'a considéré comme un phénomène qui ne lui appartenait pas de juger, mais qu'il devait néanmoins observer et comprendre. Il s'empare d'un fait et il le pense de manière totale, du biologique jusqu'au spirituel, sans s'imposer aucune barrière, ce qui est le privilège de l'artiste en général et de l'écrivain en particulier. D'ailleurs, Sodome et Gomorrhe ne parlent pas que d'homosexualité. Proust n'est pas obsessionnel sur cette question. Comme toujours chez Marcel Proust, il va balayer tous les domaines possibles. L'homosexualité et la judéité sont certes des thèmes importants de son œuvre, mais ils sont loin d'être exclusifs ou envahissants. Sur l'homosexualité, Proust a été équanime. Il a pensé le phénomène
sans passion ni complaisance, et c'est à mon avis ainsi qu'il convient d'appréhender l'existence. Nous devons nous efforcer, à l'échelle individuelle, de connaître sans nous laisser envahir par le sentimentalisme qui altère notre jugement. Nous devons nous détacher de la morale pour mieux connaître. Ça ne veut pas dire abandonner la morale, mais simplement la mettre ponctuellement de côté afin d'accéder au maximum d'objectivité possible dans nos réflexions et dans notre compréhension du monde. En faisant cette analyse, Proust est sorti de lui-même. Il a réussi, au moins en partie, à échapper à ses propres déterminismes. Proust observait les autres comme un naturaliste, certes, mais évaluer les autres est une chose aisée, à la portée de la première commère venue. En revanche, sortir de soi pour s'observer soi-même, c'est bien plus difficile et c'est une capacité rare et admirable. Proust n'est pas dans ce que Nietzsche appelait la morale du ressentiment, c'est-à-dire qu'il n'adapte pas sa pensée pour se trouver en permanence des justifications. Le ressentiment, c'est le pire écueil de la pensée. Vous ne penserez jamais rien de bon si vous en êtes atteint. Surmonter le ressenti est le devoir de l'homme. Proust est connu pour avoir dit qu'il faut séparer l'œuvre de son auteur. C'est jamais complètement possible, évidemment, mais il semblerait qu'il ait en partie réussi à le faire. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez accéder à des podcasts inédits en adhérant à mes pages Patreon et Tipeee. Vous trouverez les liens en descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.